Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un chapitre absolument capital de la littérature française, le chapitre 26 du Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Pour rappel, notre narrateur a été transféré de Bicêtre à la conciergerie. Il vit ses toutes dernières heures. Et c'est là, vraiment au cœur de cette attente insupportable, que Hugo va déployer tout son génie pour nous faire toucher du doigt l'irréparable. Alors voilà, le chapitre s'ouvre sur cette indication 10 heures. C'est froid, c'est précis. Le compte à rebours a commencé. Chaque seconde qui passe le rapproche de l'échéance fatale, fixée à 16 heures sur la place de Grève. Cette précision, elle est là pour nous ancrer dans une réalité absolument suffocante. Et bim, la première phrase, on est tout de suite saisi. C'est un cri, mais un cri d'une lucidité terrifiante. Il n'y a plus aucun espoir, plus aucun doute, juste cette certitude, presque mathématique, de sa propre fin. Hugo nous jette sans ménagement dans la conscience de cet homme qui se sait condamné. Pour décortiquer ce texte qui est un véritable chef-d'œuvre, on va suivre un plan en 5 points. On va commencer par sa confrontation brutale avec la mort, puis on explorera l'angoisse du père, ensuite on analysera un peu la boîte à outils littéraire de Hugo, et enfin on verra comment cette souffrance personnelle devient en fait une critique de la société et un plaidoyer qui reste d'actualité. Allez, on entre dans le vif du sujet. La toute première pensée du narrateur, elle n'est pas du tout abstraite, elle est physique, elle est organique, c'est presque clinique. Il ne s'imagine pas en héros ou en martyr, non, il s'imagine en simple matière, promise à la décomposition, à la profanation. Vous entendez la violence des mots qu'il emploie? Immonde, traînera, disséquera. C'est un vocabulaire quasi scientifique, médical, pour décrire ce qu'il attend. C'est une façon de désacraliser complètement la mort pour en montrer la barbarie à l'état pur. Son corps, ce n'est plus un temple, c'est juste un objet que la science va froidement s'approprier. Mais très vite, cette pensée de sa propre destruction physique, elle est balayée par une angoisse bien plus profonde, bien plus déchirante, celle de sa fille, sa petite Marie, qui a 3 ans. Et là, on touche au cœur émotionnel du chapitre. Remarquez la douceur incroyable de cette évocation. Le cou blanc et parfumé, les cheveux comme sur de la soie. Hugo fait appel à nos sens pour nous faire ressentir l'amour inconditionnel de ce père. Cet amour, si vibrant, si tendre, il crée un contraste absolument insoutenable avec la violence froide de l'exécution qui arrive. À ce moment-là, il n'est plus un condamné, il est juste un père. Et là, on voit à l'œuvre une technique que Hugo adore, l'antithèse. La structure est d'une simplicité désarmante. D'un côté, la normalité, l'enfance heureuse. De l'autre, l'exception, la solitude, le vide. En 2 mots, excepté toi, Hugo résume toute la tragédie de cette petite qui va devenir orpheline. Cette question rhétorique, c'est peut-être la plus terrible de tout le chapitre. L'inquiétude du père, elle ne porte pas sur les cadeaux, les fêtes, non, mais sur les besoins les plus élémentaires, les plus vitaux, boire et manger. C'est une façon de dire que sa mort ne détruit pas seulement le passé et le présent de sa fille, mais aussi sa survie même. C'est l'abandon dans ce qu'il a de plus absolu. Bon, maintenant qu'on a bien saisi la puissance émotionnelle de ce texte, allons voir un peu la mécanique. Comment Hugo, en véritable artisan des mots, construit cet effet. On passe à l'analyse stylistique. On va se concentrer sur 3 outils principaux. L'anaphore, qui va créer un rythme obsessionnel, l'hyperbole, qui traduit l'intensité des sentiments, et puis le vocabulaire sensoriel, qui nous plonge littéralement dans la réalité du narrateur. L'anaphore, ici, avec la répétition de qui est-ce qui, ce n'est pas juste une figure de style pour faire joli. C'est le son même de la panique. Le rythme devient saccadé, haletant, chaque question martèle l'absence qui vient, le vide que sa mort va laisser. C'est une véritable spirale de désespoir. Là, l'hyperbole, toutes les tendresses de mon cœur, on pourrait penser que c'est un peu excessif. Mais dans ce contexte, c'est d'une justesse poignante. Face à la fin imminente, seul un mot absolu peut essayer d'exprimer un amour qui, lui, se sent infini. C'est la seule arme qui reste à ce père face à la mort, l'immensité de son amour. Hugo nous enferme dans la cellule avec le condamné en activant nos sens. Le bruit sourd de cris du peuple qui se rassemble dehors, c'est une menace anonyme, terrifiante. Et cette vision de l'homme aux mains rouges, le bourreau, c'est une métonymie fulgurante de la violence légale. Tout le monde extérieur n'est que menace. Jusqu'à maintenant, le narrateur, il subissait. Mais dans la dernière partie du chapitre, sa pensée bascule complètement. Sa souffrance personnelle devient un miroir qu'il tend à la société tout entière. Il n'est plus seulement une victime, il devient un accusateur. Le point crucial ici, c'est que l'exécution est présentée comme une machine bien huilée, une cérémonie.
Hugo décompose cette mécanique. Le peuple qui vient assister au spectacle, les gendarmes qui ne font qu'obéir, le prêtre qui donne une caution morale, personne ne semble vraiment haïr le condamné. Mais chacun, en participant, dilue sa propre responsabilité dans cet acte collectif. Et face à cette mécanique déshumanisante, qu'est-ce que le narrateur oppose? La réalité la plus simple, la plus irréfutable, son propre corps, son existence. Ce moi que je touche et que je sens. C'est un cri pour affirmer son humanité face à un système qui la nie et qui s'apprête à l'anéantir. Et voilà le retournement final de l'argumentation. Regardez bien le changement de pronom. Il ne s'agit plus seulement du crime que lui a commis, mais de celui qu'il fait commettre à la société. En le tuant, la société se rend elle-même criminelle. On est au cœur du réquisitoire de Hugo contre la peine de mort. En conclusion, que faut-il retenir? Ce chapitre, ce n'est pas juste une page de roman. C'est une arme rhétorique, une arme émotionnelle, conçue pour un seul et unique but, l'abolition de la peine de mort. Le vrai coup de génie de Hugo, c'est de ne pas nous livrer un traité de droit froid et abstrait. Au contraire, il transforme la souffrance la plus intime, la plus personnelle, en un argument politique universel et absolument dévastateur. Il nous fait ressentir pour nous obliger à penser. Donc pour résumer, la stratégie de Hugo, elle repose sur 3 grands piliers. D'abord, le jeu, qui nous force à nous mettre à la place du condamné. Ensuite, la figure de l'enfant, Marie, qui incarne la victime innocente, la victime collatérale de la justice des hommes. Et enfin, la description très crue de l'exécution, qui la présente non pas comme un châtiment, mais bien comme une boucherie organisée. Je vous laisse avec ces quelques pistes de réflexion. En choisissant de nous montrer l'intimité d'un père plutôt que le dossier d'un criminel, Hugo ne cherche pas à excuser le coupable. Il cherche à condamner la peine. Il nous force à nous demander si une société a le droit de commettre, de son froid, l'acte même qu'elle reproche à un individu. Une question qui, bien longtemps après Hugo, continue de nous hanter. Merci beaucoup pour votre attention.